En technologie, un progrès transcendant nous a donné une énergie propre, pratique, facile à obtenir, l'électricité. Avant l'avènement de l'électricité, les sources naturelles étaient transformées en énergie sur place. Chaque usine avait sa machine à vapeur, chaque train sa locomotive. L'électricité a personnalisé la machine, en fournissant à l'homme une source presque inépuisable de chevaux-vapeur. Grâce à l'électricité, la libération de la femme est depuis longtemps une réalité dans la cuisine. Ces théières donnent des résultats identiques à celles de nos grands-mères, sauf qu'elles sont chauffées à l'électricité. Volta, Ørsted, Ampère, von Guericke, Tesla, Henry, Laplace, Faraday, Coulomb, Franklin, Graham, Edison, la liste est longue des chercheurs dédiés à scruter les possibilités de l'énergie intangible, la fluide électrique. Dans le domaine ménager, une question importante se posait depuis 1850. Comment éliminer pour la ménagère la nécessité de réchauffer son fer à repasser toutes les 10 minutes? Avant l'avènement de l'électricité, le repassage n'était pas une mince tâche. Il fallait chauffer une pièce de métal à plusieurs reprises dans le feu ou sur un poêle, puis la saisir à l'aide d'un fer vide muni d'une poignée. Seule une source de chaleur continue pouvait en retarder le refroidissement. On suggéra donc de chauffer le fer à la vapeur en reliant celui-ci à la bouilloire par un tube. Une deuxième suggestion proposait de fixer au fer un tube attaché à une bouche de gaz. Ces deux méthodes ne purent effectuer ce que, plus tard, le courant électrique devait réaliser si facilement. Dans le grille-pain, pour obtenir de la chaleur d'origine électrique, il faut utiliser des fils en métaux spéciaux, à forte résistance, qui peuvent être rougis par le courant. Le petit moteur électrique s'installe n'importe où. Requérant peu de soins, il constitue l'un des outils les plus efficaces au service de l'homme moderne. Sous 1000 formes diverses, le moteur électrique reste à la fois simple et complexe. Il fut pour la mécanisation du foyer ce que la roue avait été pour le transport. Grâce à lui, ça roule.
Depuis le milieu du 19e siècle, un grand nombre d'appareils furent conçus dans le but de sauver du temps à la ménagère. Les principes de l'aspirateur, de la lessiveuse, de la laveuse de vaisselle avaient été découverts presque en même temps, mais leur réalisation dut attendre l'apparition d'une source d'énergie flexible. Après avoir décelé les courants induits en 1831, Michael Faraday construisit un moteur électrique composé d'un disque de cuivre tournant entre les deux pôles d'un aimant. Le courant produit dans le disque aurait pu aisément être canalisé, mais Faraday ne s'intéressait guère à l'application pratique de sa découverte. Ces remarquables machines furent conçues pour la production rapide des éléments essentiels de moteurs électriques, induits, stator, rotor. L'apparition sur le marché de petits appareils motorisés est due en grande partie à Nikola Tesla. En 1889, Tesla agença un moteur de moins d'un demi-cheval vapeur, activant un petit éventail. Cet appareil très simple fit le premier pas dans la ronde des moteurs domestiques qui, un jour, devaient circuler d'une pièce à l'autre de la maison. L'éventail de Tesla devança de 25 ans les autres appareils ménagers. En 1890, les réseaux de transmission n'existaient pas et le courant électrique demeurait un luxe. La centrale que Charles Edison construisit à New York en 1882 était une merveille de génie électrique. Produisant un courant continu, elle ne pouvait malheureusement transmettre son énergie que sur de courtes distances. Au tournant du siècle, la question de savoir si l'électricité devait être mise à la portée du peuple était discutée dans les milieux intellectuels. Elle fit couler des flots d'encre et de paroles futiles. Seuls les grands chercheurs avaient prévu ces possibilités. Tesla prédisait déjà qu'un jour, l'usage de l'électricité serait aussi répandu que celui de l'eau courante. Quelle que soit leur tâche, scie, perceuse, sableuse, elles sont toutes animées par un moteur électrique. Les premiers générateurs ne produisaient que du courant continu, les électrons s'écoulant à travers le fil dans le sens générateur, utilisateur, retour. Ce courant présente un inconvénient. Il doit être créé au potentiel exact auquel il sera utilisé. De plus, la puissance transmise à travers un câble électrique dépend de deux facteurs: l'intensité du courant, mesurée en ampères, et le potentiel ou tension. Pour la distribution de l'électricité sur de longues distances,
il faut conserver la tension aussi haute que possible. Même les meilleurs conducteurs, comme le cuivre et l'aluminium, résistent au passage du courant et une partie de l'énergie est ainsi perdue. La quantité de chaleur perdue dépend de l'intensité et non de la tension. Il s'avère plus économique de porter la tension au maximum et de réduire l'intensité au minimum. Cela ne peut se faire par le courant continu qui devient dangereux au-dessus de 250 volts. À cause des lacunes inhérentes au courant continu, l'électricité devait chercher une forme plus flexible. Elle la trouva dans le courant alternatif. L'une des découvertes capitales de l'homme fut la communication par le langage. Et l'histoire des communications a évolué avec celle du langage, parlé, écrit, synthétisé. Quand il prit conscience pour la première fois du mystère de l'électricité, l'homme aurait-il pu croire que ce fluide électrique ferait un jour parvenir, par pulsation, des torrents d'informations précises à travers un labyrinthe inextricable et à des vitesses inimaginables. Le pouls de notre monde contemporain se répercute à travers des réseaux de fils. L'énergie sans cesse accrue est portée par des millions et des millions de milles de filage. Un courant électrique consiste en un passage d'électrons à travers un fil de métal conducteur. Ces électrons ne sont ni produits ni introduits dans le fil. Ils y existent déjà, puisqu'ils font partie de la structure atomique du métal. Quand les extrémités du fil sont jointes, les électrons sautent d'un atome à l'autre dans le circuit. Chaque appareillage électrique nécessite donc deux fils, l'un qui amène les électrons, l'autre qui les retourne à leur point d'origine. Au XVIIIe siècle, de nombreux chercheurs s'appliquèrent à trouver une relation entre les phénomènes électriques et magnétiques. En 1820, Ørsted, le premier, observe que le courant électrique fait dévier une aiguille aimantée. Cette expérience excita la curiosité d'Ampère et de Laplace, qui se mirent aussitôt à étudier l'action des champs magnétiques sur les courants électriques. 10 ans plus tard, grâce à sa découverte de l'induction, Faraday démontra la possibilité de transformer le travail mécanique en énergie électrique. Les centrales électriques modernes produisent un courant alternatif qui change de sens plusieurs fois par seconde. C'est une autre invention de Faraday, le transformateur.
qui effectue les variations obligatoires de tension d'un endroit à l'autre de la distribution. Le premier phénomène électrique reconnu dans l'Antiquité fut la propriété d'attirer les corps légers. Cette propriété qu'a l'ambre jaune après le frottement. On connaissait également la décharge électrique. Aristote avait employé la décharge produite par le poisson torpille pour soigner une crise de goutte. Le Moyen-Âge n'ajouta rien à ces notions rudimentaires. C'est au XVIe siècle seulement que l'anglais Gilbert reconnut au verre et au soufre la propriété observée par les anciens dans l'ambre jaune. En radioélectricité, la lampe la plus simple, la diode, ne comprend que deux électrodes, la cathode et la plaque. L'exemple le plus élémentaire comporte une cathode constituée par un filament de tungstène porté électriquement à une température élevée. L'agitation thermique des atomes provoque l'émission d'électrons dans l'espace environnant. La découverte de la triode fit suite à celle de la diode. Dans cette lampe, une électrode en forme de grille fut interposée entre la cathode et la plaque. La triode s'avéra idéale pour amplifier les signaux radioélectriques. Détectrice, amplificatrice, oscillatrice et modulatrice, la triode fut suivie par d'autres lampes de plus en plus complexes. Cependant, dans la campagne soutenue depuis 1950 vers la miniaturisation, les lampes des appareils électroniques ont été progressivement remplacées par des transistors. Voix du passé, sortie de l'ombre de 1900, nous vous devons toutes au phonographe. L'enregistrement des disques se fait d'abord sur une bande magnétique. Puis, la gravure est effectuée sur un disque verni par un burin chaud. Ce dernier est actionné par une tête graveuse qui produit le tracé du sillon. Le son gravé constitue le disque original, d'après lequel les matrices de pressage seront fabriquées par galvanoplastie. Dans l'opération de la galvanoplastie, le soin le plus minutieux est requis pour la production de matrices de pressage impeccables. Dans une succession logique, le phonographe fut remplacé par l'électrophone qui, à son tour, a pavé le chemin au magnétophone.
Sur les disques, les mouvements de l'aiguille sont communiqués à un oscillateur logé dans le bras du tourne-disque. L'oscillateur transforme les vibrations en courants alternatifs dont ils sont l'image. Ces courants, de faible intensité, passent par l'amplificateur à lampe, puis vont alimenter la bobine mobile d'un haut-parleur qui restitue les sons enregistrés sur le disque. Le disque réfléchit l'image exacte du son enregistré sur la bande magnétique. Ainsi donc, le gage d'une bonne sonorité repose dans un original bien fait. Il est essentiel de trouver le centre exact de l'empreinte des sillons. Le premier phonographe, construit par Edison, conserva les défauts de la reproduction mécanique, malgré les nombreux perfectionnements qu'il connut par la suite. L'électricité devait logiquement offrir un remplaçant. Ce fut notre électrophone. Les matrices de pressage sont montées 2 par 2 sur la presse. La matière à mouler est introduite entre les matrices chauffées et soumise à pression afin de prendre fidèlement l'enregistrement sonore. Après chaque pressage, les matrices sont refroidies, la matière à mouler se solidifie, la presse s'ouvre et le disque apparaît. Quelle que soit la nature du son emprisonné dans le disque, le procédé reste toujours le même. L'homme contemporain, dans un immense effort de son imagination, peut-il seulement reconstituer en pensée le mode de vie des récentes générations encore privées de la magie électrique ?